Voilà, c'est bon, Lancé. c'est lancé. Donc, bon, bah, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mois pour faire le point sur l'actualité. Donc, bon, une première actualité qui est un petit peu fournie, mais pas tant que ça, puisque vous devez bien le savoir, au niveau du gouvernement en ce moment, il y a quelques petites montagnes russes, donc on n'a pas trop de nouvelles législations en ce moment. Hop, je finis juste d'admettre toutes les dernières personnes qui arrivent. Voilà. Donc, pour commencer, on déroge pas à la règle. Comme tous les mois, on commence par le traditionnel quiz du mois. Donc, comme toujours, hein, ça permet de faire, d'avoir un petit avant-goût, on va dire, de ce qu'on va aborder tout au long de cette petite heure qu'on va passer ensemble. Donc, les plus gros sujets sont abordés déjà dans ce quiz. Alors, à vos réponses. À votre avis, en 2026, l'URSSAF va pouvoir rectifier directement des anomalies impactant les droits à la retraite de base et complémentaires des salariés. Alors, euh, en, en- en l'état actuel, on a autant de vrai que de faux. On est quasiment sur du 50-50. Ok, alors, la réponse est vraie. À partir de 2026, donc on va l'aborder un petit peu plus dans le détail, mais à partir de 2026, l'URSSAF va pouvoir, alors il y aura une petite procédure avant qu'elle va devoir quand même respecter, on va l'aborder tout à l'heure, mais elle pourra émettre des DSN de substitution pour rectifier certaines anomalies qui n'ont pas été rectifiées directement par l'employeur. Le DUERP doit distinguer l'analyse des risques femmes et hommes. Il y a quand même une majorité de faux. Alors, non, c'est vrai. Il y a eu, donc on va l'aborder, mais il y a eu des précisions sur ce point-là où l'analyse des risques doit faire une distinction entre les hommes et les femmes, notamment pour tout ce qui est l'aspect biologique, puisque bah, les hommes et les femmes sont différents, n'ont pas les mêmes les différents risques ne vont pas les impacter de la même manière. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a une distinction, enfin une analyse qui doit être faite de manière vraiment adaptée pour à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. À partir du 1er octobre, les caristes ne sont plus en surveillance médicale renforcée. Alors, pour ceux qui suivent depuis un moment, cette question, on l'a abordée il y a quelques mois. Je, je fais appel à vos souvenirs. La majorité écrasante est pour le vrai. Vous avez bien raison. Depuis le 1er octobre, donc ça y est, c'est entré en vigueur, les caristes ne bénéficient plus d'une surveillance médicale renforcée. Vous savez que maintenant, pour pouvoir délivrer l'autorisation de conduite, vous devez avoir une attestation du médecin du travail qui atteste euh, mince, que l'état de santé, enfin que l'état de santé est compatible avec cette activité-là. Il y a un arrêté du 26 septembre 2025, donc assez récent, qui est venu définir les modèles de ces attestations. Donc maintenant, les visites médicales pour les caristes passent de 2 ans à 5 ans comme un salarié classique, entre guillemets.
Lors du renouvellement de la période d'essai, la simple signature du salarié sur le courrier de renouvellement suffit. Alors là, c'est une écrasante majorité pour le non, enfin pour le faux. Vous avez raison. Le renouvellement de la période d'essai, donc il y a trois critères, donc enfin trois critères. Il faut déjà que ça soit permis par par la convention collective et que ça soit prévu par un accord étendu. Il faut que ça soit prévu dans le contrat de travail, mais derrière, je dois le proposer au salarié, mais je dois obtenir l'accord du salarié. Le renouvellement de la période d'essai en elle-même n'est pas possible. Je ne peux pas l'imposer au salarié, je devrais obligatoirement obtenir son accord. Donc la question s'est posée devant les juges très récemment. Est-ce que la signature suffit pour déterminer que j'ai l'accord du salarié? Donc la réponse est non, puisque on va l'aborder tout à l'heure quand on va voir cet arrêt. En cas de maladie, pendant les congés payés, la période de report de 15 mois s'applique. Alors, il y a un doux mélange, mais celle que je préfère, c'est vrai a priori. Mais il y a un doux mélange faux-vrai. Donc là, sur cette question-là, les avis ne sont pas sont mélangés. Pas tranché. Mm. Alors, nous, là, régulièrement, chez Législation, on a été régulièrement sollicité justement sur cette question-là, hein. Vous savez qu'il y a eu les arrêts du 10 septembre qui sont venus euh, mm, s'aligner avec la jurisprudence européenne, puisque vous savez qu'on n'était pas, le droit français qui était actuellement appliqué n'était pas conforme au droit européen. Donc maintenant, la Cour de cassation vient s'aligner, donc maintenant c'est chose faite. Mais vient se poser la question de, c'est très bien, on a eu cette précision, quand on tombe malade pendant nos congés payés, les congés sont reportés, mais comment ça se passe pour tout le reste? On a eu quelques précisions de la part du ministère du Travail, notamment sur le fait qu'il y aurait potentiellement pas de loi qui devrait être conclue prochainement, euh, partant du principe que la loi de 2024 sur les congés payés, donc d'avril 2024 sur les congés payés, suffit en elle-même à encadrer cette partie-là. Donc bon, il y a eu quand même pas mal de... Donc il y a le MEDEF notamment qui est un peu monté au credo en disant, alors à la fois sur cette partie-là et sur la partie des heures complémentaires, des heures supplémentaires, pardon, en disant que en fait aujourd'hui la valeur du temps de travail, la valeur du travail est quand même considérablement remise en question. Donc peut-être que potentiellement dans le futur il y aura des négociations sur cette partie-là, sur la partie temps de travail et pour toute la partie heures supplémentaires ça reste en suspens. Actuellement, on n'a pas de précision, on n'a pas d'informations. Ce serait quand même peut-être intéressant vu l'impact que peut avoir cette jurisprudence, notamment pour les heures supplémentaires. Même si la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPM n'est pas opposable à l'employeur, le salarié peut malgré tout être licencié pour inaptitude professionnelle. Alors, c'est plutôt mélangé, mais c'est quand même le vrai qui emporte la mise. Ça peut paraître étonnant.
Mais en effet, c'est vrai. En fait, le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont complètement décorrélés. Donc, c'est pas parce que j'ai la décision d'inopposabilité du caractère de maladie professionnelle. euh, la maladie professionnelle n'est n'est pas opposable à l'employeur. C'est pas pour ça que forcément mon inaptitude ne pourra pas être qualifiée d'inaptitude professionnelle. J'ai vraiment une autonomie entre le droit de la sécurité sociale, donc la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'inopposabilité à l'employeur, et la partie droit du travail, donc qui est l'inaptitude d'origine professionnelle. Alors, il reviendra au salarié de le prouver, mais c'est pas parce que c'est inopposable que forcément l'inaptitude professionnelle n'est pas reconnue. Toutes les absences, congés payés, maladies, repos compensateur, génèrent désormais des heures supplémentaires. Le, le faux l'emporte d'une écrasante majorité. En effet, on a parlé du coup de l'arrêt du 10 septembre 2025 qui prévoit que les congés payés sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ça ne vient pas remettre en cause le reste. Si j'ai une période des jours de maladie sur une semaine, ça pas pour autant que ça va me générer des heures supplémentaires. Donc, sur toutes les autres absences, pour l'instant, on n'a aucune précision qui viendrait remettre en cause, enfin, on n'a aucune jurisprudence ou position qui viendrait remettre en cause ce qu'on appliquait avant, à savoir que les heures faites en plus, sur une période où j'ai eu un jour d'absence, par exemple, ne vont pas générer d'heures supplémentaires dans une certaine mesure. Un salarié indique à son employeur qu'il a été malade pendant ses congés payés en 2015 et réclame, arrêt à l'appui, le report de ses CP. A-t-il raison? Alors, avant de donner la réponse, j'ai une question. J'ai déjà une petite question sur celle d'avant, qui Ok, était si on paye au mois les heures supplémentaires, cette loi est-elle aussi valable? on va le voir tout à l'heure, ça. Paul, ok. Je, je fais un petit Non, mais ne teasing. dévoilons pas, ne dévoilons pas. Et donc là, principalement, c'est le faux qui l'emporte de façon assez écrasante. Alors, vous avez raison. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il semblerait qu'il n'y aura pas de loi sur ce sujet-là, partant du principe que la loi d'avril 2024 suffit en elle-même. Donc, on appliquerait le délai de report de 15 mois. Donc, on appliquerait le délai de prescription. Dans la loi, il y avait une spécificité pour la forclusion pour les salariés qui étaient présents dans l'entreprise. On avait un délai de forclusion de 2 ans pour le rappel des précédents congés payés. Ça fait pas référence aux congés payés à la maladie en cours de congés payés. Ça fait référence aux congés payés qui auraient été acquis pour les maladies antérieures. Donc, le délai de prescription qui s'appliquerait, vraisemblablement, ça serait le délai de prescription triennal, donc le délai de prescription qui est prévu dans le Code du travail, donc de 3 ans. C'est le délai de prescription qui s'applique pour tout ce qui est rappel de salaire. Donc, un salarié qui a eu des CP en 2015 et qui est tombé malade pendant ses congés payés en 2015, il ne pourra pas demander à ce que ces congés payés-là lui soient reportés, puisque en 2015, on est à plus de 3 ans. Un salarié qui ne remplit pas ses objectifs peut être licencié pour faute grave. Voilà, il y a du réflexe. C'est un faux large, voire totalement majoritaire.
Bon, eh ben, c'est une bonne chose. Parce que oui, c'est faux. Un salarié qui ne remplit pas ses objectifs ne commet pas une faute grave. Alors, si c'est intentionnel et que c'est dans le but de ne pas travailler et d'en faire le moins possible avec un comportement fautif, potentiellement une faute peut être reconnue. Mais le simple fait de ne pas remplir ses objectifs ne va pas caractériser une faute grave. Dernière petite question pour ce quiz du mois. Un salarié qui ne remplit pas ses objectifs peut toujours être licencié pour insuffisance professionnelle. Il y a une majorité de vrais, et puis après quelques réponses avec des nuances, mais une majorité de vrais. Alors, ceux qui ont nuancé, vous avez raison. Ce n'est pas toujours, c'est pas parce que je ne remplis pas mes objectifs que je suis toujours licenciée pour insuffisance professionnelle. Il y a vraiment, il faut faire attention il y a ce petit mot qui est venu se glisser dans la question et qui du coup vous a peut-être induit en erreur, mais il peut y avoir un licenciement pour insuffisance professionnelle si les objectifs ne sont pas remplis, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, il faut en effet pouvoir démontrer en cas de contentieux qu'on a tout mis en œuvre pour accompagner le salarié, qu'on a mis en œuvre des moyens de formation, que les objectifs étaient raisonnables et facilement atteignables. Voilà, c'est la notion de toujours. C'est pas parce que je n'ai pas rempli les objectifs que obligatoirement derrière je fais un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il faut vraiment regarder tout le contexte avant de pouvoir déterminer si oui ou non le licenciement pour absence injustifiée serait pour insuffisance professionnelle pardon serait justifié en cas de contentieux. Alors, comme d'habitude, hein, maintenant vous êtes habitués. On commence toujours par notre petite actualité législative et réglementaire, même si elle n'est pas très étoffée, hein, compte tenu du contexte actuel. Alors, en bref, les petites dernières informations. Donc, vous savez que malheureusement, il y a quelques régions qui ont été touchées par les intempéries dernièrement. Donc, pour pouvoir leur venir en aide, l'URSSAF a annoncé qu'elle ferait preuve de tolérance s'il y a un retard dans les déclarations en raison notamment des inondations, qu'il sera aussi possible de demander un délai pour le paiement des cotisations et que si il y avait des pénalités de retard et de majoration, elle ferait automatiquement l'objet d'une remise d'office. Donc voilà, c'est régulier, hein, dès qu'il y a des cas d'inondation ou de catastrophes naturelles, très régulièrement l'URSSAF met ça en place. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur votre espace, hein, pour ceux qui sont concernés directement sur votre espace. On l'a abordé dans le questionnaire d'introduction sur la DSN de substitution. Donc, cette DSN-là, l'URSSAF qui s'octroie la possibilité de rectifier certaines anomalies lorsqu'elles n'ont pas été rectifiées par l'employeur, alors que l'URSSAF l'a informé de cette erreur. Donc, ça va être en place à partir de juin 2026, mais avant ça, à compter de mars 2026, quand l'URSSAF va constater des anomalies qui n'ont pas été corrigées sur l'année 2025, elle va transmettre un compte-rendu métier à l'employeur afin de lui rappeler toutes les anomalies qu'elle a constatées et inviter l'employeur à apporter des corrections. L'employeur va du coup avoir la période entre mars et juin pour effectuer toutes ces déclarations, enfin entre l'avis d'échéance, enfin l'échéance déclarative de mai 2026, l'employeur va pouvoir faire ses régularisations ou éventuellement demander des explications à l'URSSAF ou s'y opposer de manière motivée s'il estime que ce n'est pas justifié. Euh, donc tout ça via le service DSN. Et ensuite, à partir de juin 2026, si l'employeur n'a pas apporté de correction, n'a pas contesté, n'a pas modifié ces anomalies qui ont été constatées et non contestées
par l'employeur. Dans ce cas, l'URSSAF va pouvoir d'office réaliser une DSN de substitution. Donc, dans un premier temps, ces DSN de substitution, elles vont servir seulement à corriger toutes les anomalies qui impactent les droits à la retraite de base et la retraite complémentaire. Pour information, ce matin, il y avait une webconférence animée par l'URSSAF. C'était ce matin de mémoire. Le replay est disponible sur la chaîne YouTube. Alors, je suis pas allée vérifier s'ils l'avaient déjà mis, parce que comme c'était ce matin, je suis pas allée voir du coup si ils l'ont déjà, c'est déjà publié. Mais en tout cas, sachez que ça va l'être très prochainement, si c'est pas déjà le cas. Et puis un petit rappel aussi, donc on en a déjà parlé. Oui, on a sur le chat, pardon, je te coupe, Ah, mais un client nous confirme qu'elle est bien déjà sur YouTube. ok, bon, eh ben, merci pour les précisions. Et puis moi, je vous fais un petit rappel. Alors, bon, vous le savez, vous l'avez sûrement déjà fait, mais voilà, petit rappel que vous avez jusqu'au 24 octobre pour verser le solde de la taxe d'apprentissage sur le site Soltea. Le document unique d'évaluation des risques. Alors, je- on l'a vu dans le QCM, enfin dans le questionnaire d'introduction. Moi, je voulais d'abord vous refaire un petit point sur le document unique, puisque c'est quelque chose où aujourd'hui, on a plusieurs clients qui soit ne l'ont pas, soit n'est pas mis à jour régulièrement, soit on fait quelque chose, mais c'est pas vraiment un document unique. Donc, je voulais quand même vous refaire un petit point là-dessus. Donc, le document unique, il sert à évaluer les risques au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun formalisme qui est requis. Il faut juste que, donc ça peut être sur un fichier Word, ça peut être sur un fichier Excel. Euh, il y a quand même un projet, alors c'est pas encore acté et c'est pas encore mis en place, mais il y a un projet dans les futures années de rendre obligatoire le dépôt du document unique. Donc il y aurait une plateforme sur laquelle il faudrait rendre ce document unique, il faudrait déposer ce document unique. À ce jour, il n'y a rien. C'est quelque chose qui était envisagé, mais rien n'est mis en place pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de formalisme requis. Par contre, c'est un document qui doit être établi dès l'embauche du premier salarié. Même si vous n'avez que un apprenti, par exemple, le document unique doit être fait. Donc le document unique, il doit comporter tout ce qui est les coordonnées de l'entreprise. Il doit aussi faire la liste du coup de toutes les unités de travail et leurs descriptifs, la liste de tous les dangers par unité de travail, le résultat de l'évaluation que vous avez fait par unité de travail et par danger, et le plan d'action détaillé. C'est souvent sur ce point-là que ça pêche. Souvent, on a listé tous les risques, mais derrière, on n'a pas mis de plan d'action pour limiter, voire supprimer ces risques. Donc ça, c'est important de le faire. Je vous rappelle que le document unique d'évaluation des risques, il est obligatoire. En cas de contrôle de l'inspection du travail, vous pouvez être retoqué sur le sujet, mais surtout en cas d'accident de travail, si le salarié demande de la reconnaissance de la faute inexcusable, si on constate qu'il n'y a pas de document unique, la faute inexcusable pourrait être retenue. Donc financièrement, ça peut avoir un impact très, très important. Pour mémoire, le document unique, ça vient des arrêts amiantes des années 90, hein. Le but du jeu n'était pas que ce soit la collectivité qui paye, mais que l'on puisse venir rechercher la responsabilité du donneur d'ordre en tant que l'employeur. Voilà. Et ça a été amélioré par le législateur, enfin si on peut dire amélioré, hein, en 2004 avec la faute inexcusable. Donc tout ça est étroitement corrélé. Donc aujourd'hui, depuis 2001, on a ces documents qui sont assez figés. Il est en effet important de les faire vivre parce que de plus en plus, en cas de responsabilité, ben, on peut venir mettre ça. Alors, il ne faut pas se faire peur, hein, mais on peut venir mettre son nez là-dedans. Voilà, on n'a pas non plus des cas, une fréquence folle sur ces sujets-là, mais la genèse de tout ça vient de là. Mais Je t'embête plus, Camille, j'ai fini. pas de souci. Mais, mais quand même, quand il y a des contrôles de l'inspection du travail, ils le demandent quasi à chaque fois, hein. Moi, j'ai déjà fait des réponses de courrier aux sollicitations de l'inspection du travail.
Et le document unique, c'est très souvent qu'il est remonté. Enfin, en tout cas, quand il est absent, c'est très souvent que l'inspection du travail le remonte. Donc voilà, pensez bien à le faire. Et pour rappel, il doit être mis à jour aussi à minima tous les ans, sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés où il n'y a plus l'obligation de faire tous les ans. Et sinon, il doit être mis à jour aussi à chaque fois qu'il y a un nouveau risque qui est détecté. Donc, c'est à minima tous les ans ou plus régulièrement si j'ai un nouveau risque entre-temps qui apparaît. La durée de conservation aussi, elle est de 40 ans. Donc, quand vous faites des mises à jour, pensez bien à conserver les anciennes versions. En fait, cette durée de conservation, elle est si importante parce que potentiellement, peut-être que je dis n'importe quoi, mais dans 20 ans, vous avez un salarié qui va faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Ça fait 20 ans qu'il est chez vous, bah, peut-être qu'on va vous demander le document unique de il y a 15 ans pour pouvoir vérifier ce qui avait été fait à cette époque-là, notamment pour protéger le salarié de cette maladie. Donc voilà, sur le petit aparté sur le document unique, je pense que c'était important quand même de le refaire parce que tout le monde n'a pas forcément conscience que c'est un document qui est important. Des fois, quand on est une petite structure, on se dit que ça sert pas forcément. Alors, sur certaines activités, je vous l'accorde, où les risques, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y en a d'autres où pour le coup, il y a vraiment des vrais risques et il y a un fort intérêt à établir ce document-là. Alors aujourd'hui, là-dessus, il y a plein de gens qui peuvent vous aider, hein. Ça dépend des régions, la médecine du travail. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Et si jamais là-dessus vous étiez en peine, n'oubliez pas que nous, chez Légis, on a un partenaire. Donc, c'est pas nous, hein, qui le faisons, mais on a un partenaire sur la sécurité qui peut venir vous faire le document unique et le remettre à jour tous les ans. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs commerce habituels qui pourront vous accompagner là-dessus. Donc là, aujourd'hui, on a eu un guide qui a été publié. Donc vous avez le lien hein, sur le support. Je vous inviterai du coup à aller le consulter. Je vous enverrai le support à la fin. Enfin, il vous sera envoyé d'ici au plus tard semaine prochaine. Mais vous avez un lien qui vous renvoie du coup vers ce guide d'évaluation différenciée qui a été établi par l'ANACT. Donc l'objectif de ce guide, il est de vous donner des points de repère quand vous allez établir votre évaluation des risques. Donc, il est vraiment pour prendre en compte l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Comme je vous disais, les risques n'ont pas les mêmes, ne vont pas avoir le même impact en fonction, bah, parce que forcément, un homme et une femme, ils n'ont pas les mêmes données biologiques, donc c'est lié à ça. Donc, je vous invite, pour ceux qui l'ont, enfin, normalement, tout le monde est censé l'avoir, mais à vérifier si, il n'y a pas un intérêt à faire cette distinction entre hommes et femmes, de manière à vérifier que vous avez fait une étude vraiment globale sur tous les risques. Sur le stress au travail aussi, il y a eu un article qui a été publié le 29 septembre 2025 qui vient faire un petit rappel sur la prévention du stress au travail. Donc ça, c'est pareil, hein, tout ce qui est stress au travail, c'est des éléments qui doivent être contenus dans le document unique d'évaluation des risques. Donc l'objectif de cette publication-là, c'est de vous aider et de vous donner des leviers de prévention. Donc, par exemple, les choses qui peuvent être mises en place, ça va être tout ce qui est informer, former les travailleurs, réguler la charge de travail, garantir un soutien social, euh, assurer une juste reconnaissance du travail, discuter des critères de qualité au travail. Donc voilà, c'est des éléments supplémentaires qui peuvent vous aider et qui peuvent être inclus aussi dans votre document unique d'évaluation des risques pour le plan de prévention que vous allez faire pour le risque qui s'appelle le stress au travail. Donc l'objectif, c'est que donc, de faire en sorte qu'on ait une évaluation des postes qui sont peut-être plus à même d'être, enfin, qui vont peut-être plus subir, plus exposés au stress au travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place derrière pour pouvoir pallier à ça? Alors, sur les projets en cours,
Vous voyez que cette slide, elle n'est pas très étoffée, parce qu'il n'y a pas ouais, énormément de sujets en cours compte tenu de l'actualité et du fait que pour l'instant, on n'a pas de gouvernement, hein. Je pense que vous l'avez tous en tête. Alors, ce qu'on espère, et normalement ils se sont engagés, c'est qu'on ait un budget qui soit voté d'ici la fin de l'année. J'espère que cet engagement sera tenu, puisque que ça ne refasse pas comme l'année dernière où le budget a été voté qu'en début d'année, enfin du coup cette année, en 2025. Et il a été voté qu'en début d'année 2025, donc avec toutes les conséquences qui vont avec. Et ils Mais se sont engagés à ce que ce soit présenté mardi, malgré le gouvernement ou pas. Donc on verra sur la réforme des retraites. Enfin, tout ça peut avoir un impact sur le social lourd. on verra, peut-être que le mois prochain, on aura tout un tas de nouveaux sujets à aborder ensemble parce qu'il se sera passé plein de choses. On verra, on n'est pas à l'abri, hein. Mais en tout cas, ayez en tête que là, récemment, dans une réponse écrite de la ministre du Travail démissionnaire, donc elle a remis aux parlementaires le 9 septembre une réponse écrite dans laquelle elle disait que le gouvernement était prêt potentiellement à soutenir la relance de l'expérimentation du contrat à durée déterminée multi-remplacement. Vous savez que il n'est plus applicable depuis avril 2025. Donc, avant, vous pouviez faire un CDD pour remplacer plusieurs salariés. Je faisais un seul CDD et je mentionnais tous mes salariés que je remplaçais dans ce même CDD, dans ce même contrat. C'était toléré parce que on était dans le cadre de quelque chose euh, de, c'était une expérimentation, c'était pas quelque chose qui était amené à durer dans le temps, et c'était possible que pour certains secteurs d'activité. Donc le transport était autorisé, le transport routier était autorisé à y avoir recours. Depuis avril 2025, ce n'est plus possible, mais peut-être que à l'avenir, ça va de nouveau être expérimenté et que ça va de nouveau être permis. Peut-être que ça va être élargi à plus de catégories. On n'a pas plus d'informations, mais l'idée a été soumise, donc on verra si on a des précisions ultérieurement avec un nouveau gouvernement. Bon, l'actualité législative et réglementaire est quand même assez courte, hein. Cette partie-là n'a pas duré très longtemps. Enfin, comme je vous le disais, on n'a pas énormément de nouveautés, on va dire. Par contre, l'actualité jurisprudentielle, vous vous doutez qu'on va parler un petit peu plus longuement des congés payés et je pense que c'est un sujet qui vous interroge puisque aujourd'hui, nous, on a eu pas mal enfin, depuis que ces arrêts ont été annoncés, enfin, on a eu pas mal de sollicitations sur le sujet. Avant de commencer sur les congés payés, je voulais quand même faire un petit rappel sur la période d'essai. Donc, on l'a vu ensemble dans le quiz. La période d'essai, je vous ai redit les critères. Pour être renouvelé, il faut un accord de branche étendu. Donc le simple fait, par exemple, dans le transport, dans la convention collective du transport, pour les ouvriers, il n'y a pas de renouvellement de période d'essai. C'est 2 mois, pas de renouvellement. On ne pourrait pas prévoir par un accord d'entreprise le renouvellement de la période d'essai. Ça pourrait être tentant, on pourrait se dire, bah, c'est bon, je peux mettre un accord d'entreprise et je le prévois. Non, ce n'est pas possible. Le renouvellement de la période d'essai ne peut être prévu que par un accord de branche étendu. Donc étendu par le ministère du Travail. Donc, ça ne pourrait pas s'appliquer, ça ne pourrait pas être prévu par un accord d'entreprise. Pour que le renouvellement soit possible, donc il me faut un accord de branche étendu, il faut que le contrat de travail le prévoie, et il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, que le salarié donne son accord express et non équivoque. C'est-à-dire que euh, il faut que vous fassiez, si le renouvellement est à votre initiative en tant qu'employeur, il faut que vous rédigiez un petit courrier. Vous mettez que vous souhaitez renouveler la période d'essai. Le salarié derrière doit dater, signer et écrire lu et approuvé ou bon pour accord. Mais il doit écrire quelque chose précisant qu'il est d'accord avec ce renouvellement. Si j'ai simplement la signature et la date, un juge pourrait me dire, bah, en fait, il a juste acté qu'il avait bien réceptionné le courrier. Il n'a pas dit qu'il était d'accord avec le renouvellement. Il a pu être reconnu par les juges que si je n'ai qu'une seule signature et que je n'ai pas d'autres précisions, je n'ai pas de bon pour accord ou lu et approuvé, euh, dans ce cas-là, si j'ai
d'autres choses qui permettrait de me dire que le salarié a donné son accord, ça pourrait être reconnu comme tel. Par exemple, si mon salarié me renvoie le document signé et me dit dans le mail, OK, c'est bon, je suis d'accord, on renouvelle la période d'essai, bah là, j'ai une trace écrite comme quoi mon salarié me dit bien, je suis d'accord pour renouveler la période d'essai. Donc, le renouvellement serait valable. Mais attention à ça, soyez bien vigilant quand votre salarié, quand vous souhaitez renouveler la période d'essai de votre salarié et que vous lui remettez un courrier, soyez vigilant à ce qu'il vous décrive bien, lui approuvé, bon pour accord, ou même vous, si vous mettez une coche je refuse ou je suis d'accord et qui coche bien je suis d'accord. Le risque, si le salarié n'accepte pas le renouvellement de la période d'essai, c'est que, bah, comme son nom l'indique, la période d'essai n'est pas renouvelée. Donc, si vous faites une rupture de contrat, une rupture de période d'essai, bah, vous serez sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. On sera sur une rupture de contrat abusive, donc requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par un juge. J'ai une question, Camille, sur la quid de la période probatoire. Est-ce qu'il faut également l'accord du salarié en cas de renouvellement? À mon sens, oui. Ça, la période probatoire, c'est quelque chose qui est un petit peu moins, enfin, c'est pas prévu par les textes, la période probatoire. Elle est prévue par la jurisprudence puisque on vient appliquer quelque chose quand on change un salarié de qualification. Souvent, j'ai par exemple un salarié qui était euh, agent d'exploitation et qui passe responsable de site. Enfin, il y a quand même une augmentation en termes de responsabilité, donc potentiellement, bah, je veux quand même tester s'il est à même de remplir cette mission. Donc, je peux avoir un intérêt à mettre en place une période probatoire. La période probatoire, à la différence de la période d'essai, c'est si je romps la période probatoire, je romps pas le contrat. Le salarié revient à son précédent contrat, donc le précédent poste qu'il occupait, le précédent salaire, la précédente qualification. C'est pas une rupture de contrat, c'est vraiment une rupture du nouvel avenant, entre guillemets, de cette nouvelle fonction. Moi, j'aurais tendance à appliquer la même chose, puisque on est sur un renouvellement de quelque chose, donc à mon sens, le salarié doit donner son accord aussi. Les congés payés. On en a parlé. La Cour de cassation, du coup, donc vous saviez que le droit français prévoyait que le salarié qui est malade pendant ses congés payés, il percevait du coup les IJ de la part de la Sécu, mais il percevait l'indemnité de congés payés versée par l'employeur et non pas le maintien de salaire. Il percevait le maintien de salaire qu'au terme de ses congés payés, si l'arrêt dépassait la fin des congés payés. Ça, c'était la position de la France avant. L'Union européenne a, elle, une autre position depuis quelque temps. Ça fait déjà plus de 10 ans de mémoire que c'est ça qui est appliqué pour l'Union européenne, c'est que un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, il ne se repose pas. Donc, ces congés payés doivent être reportés à la fin de son arrêt pour qu'il puisse les prendre et se reposer ultérieurement. Donc, l'Union européenne avait mis en demeure la France le 18 juin de mémoire. Elle avait 2 mois pour se prononcer et se mettre en conformité. Bah, du coup, c'est chose faite depuis le 10 septembre 2025, puisque c'est pas le gouvernement qui a réagi, mais la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation, elle prévoit maintenant que un salarié qui est en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie qui survient pendant les congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement de ces jours de congés payés, qui coïncidaient avec la période de maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a cet arrêt-là, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on applique? Donc, si un salarié vous communique un arrêt de travail alors qu'il est en congé payé, donc ce qu'il faudra faire, c'est faire une déclaration DSN, hein, comme c'était déjà le cas avant, parce que faut envoyer l'attestation de salaire de manière à ce que le salarié perçoive les IJ. Éventuellement, faire une régularisation sur paye. Et si vous aviez déjà fait la paye parce qu'on était en fin de mois et que vous l'aviez mis en congé et que finalement il est en maladie, on fait une régule. On procède au maintien de salaire au titre de la maladie. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je vérifie que mon salarié est bien
un an d'ancienneté. Il m'a bien fourni l'arrêt de travail. Enfin voilà, c'est les mêmes conditions qui s'appliquent. Si tout ça est rempli, il bénéficie du maintien de salaire. Je vérifie que mon salarié m'a bien fourni l'original dans l'arrêt de travail original dans les 48 heures. Ça, c'est la réglementation classique, hein. Et derrière, éventuellement, bah, puisque mon salarié, étonnamment, il tombe malade pendant ses congés, on sait très bien qu'on va avoir des salariés à qui on a imposé une semaine de congé payé, ça leur convient pas, ils vont se mettre en arrêt. Ça, il y a de très grandes chances que ça arrive. Donc, ça peut être pertinent de potentiellement organiser une contre-visite médicale, puisque pour vérifier qu'il y a une réelle raison médicale et que c'est pas juste un arrêt de complaisance. Le délai de report de 15 mois qui est prévu par la loi du 22 avril 2024 va s'appliquer. Donc, ce qu'il va falloir faire quand votre salarié va revenir de maladie, il va falloir le remettre. Vous savez, normalement, quand un salarié revient de maladie, on lui remet un courrier dans lequel on lui précise ses droits à congé acquis avant la maladie et ses droits à congé acquis pendant la maladie. Ben là, il faudra aussi lui préciser ses droits à congé qui sont reportés du fait de la maladie. Et donc, du coup, normalement, sur ce courrier-là, on lui précise combien il a eu de jours acquis avant, acquis après, et donc là, reporté, et donc jusqu'à quelle date il peut les prendre. Et donc là, il faudra appliquer le délai de 15 mois, et je vous rappelle, le délai de 15 mois, il commence à courir. Alors, je ne reviens pas dans les détails précis de cette loi-là, parce que c'est pas ça prendrait trop de temps, mais quand on est sur un arrêt de moins d'un an, donc qui couvre pas l'intégralité de la période d'acquisition des congés, le délai de 15 mois, il commence à courir à la date où je notifie le courrier d'information au salarié. Et je vous rappelle que ce courrier d'information, vous avez un mois à compter du retour du salarié pour lui notifier. Alors, c'est poser la question de l'applicabilité de cette réglementation sur la cinquième semaine, puisque la loi du 22 avril 2024, elle ne traite que de 4 semaines, puisque vous savez que les salariés, ils acquièrent maximum 4 semaines de congés payés s'ils ont une année entière de maladie. Là, il n'y aurait pas de distinction. Si le salarié il est malade, même si c'est sur sa cinquième semaine de congés payés, il bénéficie du report au même titre que les autres. Peut se poser la question aussi quand j'ai une caisse des congés. Du coup, la caisse des congés a déjà versé l'indemnité aux salariés. Euh, Comment on fait? Là, il y a un point d'incertitude, donc à mon sens, c'est à la caisse des congés de trancher sur ce point, parce que ça la concerne directement. Qu'en fait, ça serait soit le salarié rembourse l'indemnité qu'il a perçue à la caisse des congés, soit on lui reporte ses congés, mais par contre l'indemnité, ben, il la rembourse pas. Donc quand il reprendra sa semaine de congé, il ne percevra pas de salaire sur cette semaine-là, puisqu'il l'aura déjà perçu lorsqu'il l'a posé la première fois. Ça, pour le coup, la caisse des congés n'a pas encore tranché sur ce sujet-là. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là? Est-ce que il y a pas de questions, Pierre-Éric, sur cette partie? Non, il n'y a pas de question. Non. Ok. De toute façon, voilà, nous, on a déjà eu régulièrement enfin, on a déjà eu plusieurs fois des questions sur ce sujet. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas, vous appelez nos services. Donc là, c'était sur la partie report des congés. Là, on a aussi la partie euh, acquisition d'heures supplémentaires alors que le salarié est absent pour congé payé. Donc, tout à l'heure, il y avait une question d'une personne qui me demandait si on applique aussi cela sur un décompte des heures supplémentaires au mois. L'arrêt, il se cantonne à parler de la durée, enfin des heures supplémentaires faites à la semaine. Il parle en hebdomadaire. Selon nous, le décompte au mois on doit appliquer la même chose pour le décompte au mois. Ça serait difficile de pouvoir justifier dans une même société. J'ai des salariés qui sont sédentaires, donc je décompte à la semaine. Eux, ils cumulent des heures supplémentaires. Par contre, mes conducteurs qui sont en décompte au mois, eux, je leur décompte pas d'heures supplémentaires. Je vois pas trop comment est-ce que légalement on peut justifier ça. Donc, à mon sens, ils se sont prononcés sur le décompte hebdomadaire parce que c'était le sujet
précis qui leur était présenté à ce moment-là. Mais on a tous cette position-là, en tout cas chez Législature, c'est on ne voit pas comment est-ce que un décompte mensuel ne pourrait pas avoir la même issue. Donc après, ça c'est notre position. Aujourd'hui, la Cour de cassation parle de décompte hebdomadaire. Après, libre à vous de suivre strictement ce qui est écrit par les juges ou de jouer la sécurité et de se dire on applique nous le décompte même des heures supplémentaires, même pour un décompte mensuel. Au moins, on prend aucun risque et on est sûr. On en a parlé du coup dans le questionnaire, les jours fériés. On se pose la question, est-ce que du coup on applique la même chose? Ou alors si j'ai un jour férié, mon lundi est férié, j'ai un salarié qui travaille 35 heures, le lundi est férié, donc je lui décompte 7 heures, il n'en travaille plus que 28, mais dans les faits, il en a travaillé 30. Il a fait 2 heures en plus. Est-ce que je les compte comme des heures supplémentaires ou des heures normales? Si c'est un jour férié, je les compte comme des heures normales. Donc ces 2 heures en plus, je vais les payer au taux normal. Par contre, si c'est un jour de congé payé, ces 2 heures en plus, je vais les payer en heures supplémentaires. Donc aujourd'hui, le juge a statué que sur les congés payés. Il n'a pas statué sur les autres absences de manière générale. Donc là, pour le coup, nous, on fait une lecture restrictive de l'arrêt et on considère que ça s'applique que pour les congés payés. Donc, je vous rappelle, un salarié, dans mon exemple, jour férié, 7 heures, c'est un salarié à 35 heures, un jour férié de 7 heures, il doit travailler que 28 heures. Je pars pas du principe que du coup, sur mon jour férié, je considère que ça fait que 5 heures. Comme ça, je peux lui faire 2 heures supplémentaires dans la semaine et je lui paye pas en plus. Non, je prends bien en compte que mon jour férié, on décompte, il a un maintien de salaire pour 7 heures. Je lui paye derrière 28 heures travaillées et s'il en a travaillé 30, je paye 2 heures en plus, mais au taux normal parce que mon absence est un jour férié et pas un congé payé. Alors, j'ai une question sur l'application d'un tel sujet. Donc, Oui. depuis cette jurisprudence, c'est à partir du moment où la jurisprudence a été rendue? Ou est-ce qu'il y a besoin d'attendre la loi? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y aura pas de loi. Non, enfin, il y a très peu de chances qu'il y ait une loi du coup, parce que le ministère du Travail s'est publiquement prononcé en disant que les règles applicables de la loi de 2024 suffisent. Mais enfin, pour moi, il y a la rétroactivité des 3 ans qui compte. Donc, pour le coup, on peut faire comme pour la loi sur les congés payés, hein. Si il n'y a pas eu beaucoup de régules qui ont été faites d'office. Souvent, on a attendu que les salariés viennent vers nous. Donc là, la position, c'est la même. C'est j'attends que les salariés viennent vers moi. Déjà, il faudra qu'ils puissent démontrer. Donc, sur la partie report des congés, là, je parle, hein. Sur la partie report des congés, il faudra qu'ils puissent démontrer qu'ils ont bien remis leur arrêt de travail dans les temps. Ça sera pas toujours possible pour eux. Et pour la partie sur les heures supplémentaires, là, c'est pareil. À mon avis, il vaut mieux attendre que les salariés reviennent vers nous, parce que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, ou tout le monde ne sait pas forcément que ça peut être rétroactif. Donc, soit on veut jouer la sécurité, soit on attend que les salariés viennent vers nous et on régularise après coup. L'insuffisance professionnelle, si un salarié qui ne remplit pas ses objectifs, je peux potentiellement envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc, l'insuffisance professionnelle, c'est le salarié n'est pas en capacité d'exécuter son contrat de façon satisfaisante. Donc, c'est notamment le cas où mon salarié n'a pas les compétences requises. Dans cette situation-là, euh, je peux envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle, qui n'est pas un licenciement fautif, je le rappelle.
mais je vais devoir démontrer quand même que mon salarié, que j'ai tout mis en œuvre pour accompagner mon salarié. Donc, je l'ai mis en capacité de remplir ses objectifs. Par exemple, mon salarié, il a, j'ai n'importe quoi, mais il fait de la communication. Il doit communiquer sur différents outils divers et variés. Mais en fait, moi, j'ai pas trop envie de m'embêter à payer des abonnements payants. Donc, il passe qu'avec des abonnements gratuits. Sauf qu'il a moins d'options. Ben, si j'ai pas une très grande visibilité, c'est pas parce que mon salarié est mauvais. C'est parce que je n'ai pas mis, je n'ai pas payé les abonnements payants, par exemple. Donc là, je pourrais pas avancer que j'ai mis tous les moyens, je lui ai donné tous les moyens pour pouvoir faire correctement son travail. Donc, il va falloir lui mettre à disposition tous les moyens nécessaires, euh, prévoir des objectifs qui soient réalisables, et prévoir également que ce travail peut être fait bah, dans son temps de travail. Si j'estime que mon salarié, il fait pas tout son travail en 35 heures, il me met des heures supplémentaires tout le temps, mais en fait c'est parce que réellement il peut pas tout faire rentrer dans 35 heures, bah, en fait je vais pas pouvoir le licencier pour insuffisance professionnelle. Donc le plus important, ça va être vraiment là où les juges vont vraiment vérifier, c'est est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour former mon salarié. Est-ce que j'ai fait des formations? Est-ce que j'ai mis, par exemple, un système de tutorat? Est-ce que je l'ai accompagné? Au moment de mes entretiens annuels aussi, ça c'est très important. Est-ce que tous les ans, au moment des entretiens annuels, je dis que tout va bien, puis finalement je le licencie pour insuffisance professionnelle? Bah, ça sera difficile à justifier. Mon salarié, il va juste avoir besoin d'apporter comme preuve les entretiens annuels et de dire au juge, bah, regardez, tous les ans ça allait, et là, je me fais licencier pour insuffisance professionnelle. Donc, les entretiens annuels, faites très attention toujours à ce que vous indiquez. Un petit arrêt aussi, cette fois-ci, donc sur l'inaptitude. On l'a vu tout à l'heure dans le questionnaire. Si j'ai une décision de la CPAM qui n'est pas, où la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie n'est pas opposable à l'employeur, ça ne veut pas dire que euh, l'inaptitude d'origine professionnelle ne sera jamais reconnue. Il faudra que le salarié démontre que il y a bien une origine professionnelle pour cette maladie-là. Et dans ce cas, les juges pourront estimer que l'inaptitude a une origine professionnelle. Donc, je le rappelle, hein, licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ça veut dire indemnité de licenciement doublée et indemnité compensatrice de préavis à verser au salarié. Et dernière petite jurisprudence pour aujourd'hui. Alors, on est un peu plus sur quelque chose de différent, mais c'est sur le recours à la sous-traitance par le co-contractant. Donc, vous savez que lorsque vous avez recours, vous, à un co-contractant, vous êtes normalement donc le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage. Donc, vous, quand vous demandez quelque chose à à un prestataire, vous êtes tenu à une obligation de vigilance et lorsque le co-contractant méconnaît cette obligation, vous pouvez être tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, aux éventuelles pénalités, aux éventuelles majorations. C'est poser la question de si mon co-contractant a recours lui aussi a recours à un sous-traitant, est-ce que je suis tenu solidairement des cotisations obligatoires, des pénalités ou autres de ce sous-traitant? La Cour de cassation est venue dire, enfin, a dit que non, le maître d'œuvre n'est tenu à l'obligation de vigilance que à l'égard de son co-contractant et pas à l'égard du sous-traitant. En fait, la solution qui est retenue, c'est que il est pas le donneur d'ordre n'est pas directement lié contractuellement au sous-traitant puisqu'il y a un intermédiaire entre les deux qui est le co-contractant.
Je suis arrivée au bout de cette présentation. Donc, je vous fais un petit rappel, hein, comme à chaque fois, sur les différentes formations classes virtuelles qu'on peut proposer. Et il y en a de moins en moins, forcément. On arrive à la fin de l'année, mais il en reste encore avec des disponibilités. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, par exemple le pouvoir disciplinaire la semaine prochaine, c'est souvent un sujet qui intéresse régulièrement, hein, parce que nous, c'est un très, très souvent, c'est la majorité du temps, c'est les questions qu'on a quand les clients nous appellent. Donc voilà, ça peut être un sujet assez intéressant. Et pareil, si vous avez des questions sur l'inaptitude ou autre, voilà, il y a des formations qui sont sur ces sujets-là d'ici la fin de l'année. Parfait Camille, merci à tous. Nous arrivons à l'heure à 18 heures. Rendez-vous le mois prochain, en espérant effectivement que d'ici là, la situation se sera débloquée et que nous aurons un peu plus de visibilité sur ce qui va nous arriver l'année prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci Camille pour cette animation. Merci à tous, passez une bonne soirée et puis on se retrouve le mois prochain. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ce qui a été dit ce soir, vous appelez, vous appelez Législature et on vous renseignera avec plaisir. Tout à fait. Bonne Merci, bonne soirée.